Bonjour chères étudiantes et étudiants, bienvenue à ce premier cours, du moins sur vidéo de psychologie évolutionniste, PSF 470. Si j'ai bien fait ça en termes de planification, nous avons déjà parlé, je vous ai déjà parlé de vive voix via Big Blue Button, des différents niveaux d'explication, si on veut, pour un comportement ou pour disons pour un comportement humain. Donc, on a parlé du fait que si vous observez un comportement et vous voulez expliquer ce comportement, l'origine, si on veut, de ce comportement-là, comme par exemple pleurer ou crier, une personne qui crie, par exemple, vous pouvez avoir une explication proximale qui parle des caractéristiques du moment et de la situation qui ont déclenché un cri chez la personne. OK, par exemple, le fait que, je sais pas moi, la personne était dans un environnement un peu épeurant, dans une ruelle noire la nuit et sombre la nuit et que tout à coup quelqu'un a sauté devant elle et a fait quelque chose comme ça et là la personne a crié. Bon, ça c'est proximal. On a vu que vous pouvez aussi avoir des explications un peu plus distales où on regarde le développement de cette réaction-là chez la personne au cours du développement de l'enfant ou même au cours de la socialisation. Okay? On pourrait, dans cet exemple-ci, c'est un peu moins pertinent, tu sais, mais on pourrait se demander peut-être que cette personne-là qui a crié, elle a grandi dans un environnement où elle s'est développée dans un environnement en tant qu'enfant puis en tant qu'adolescente, ou est-ce que il y avait beaucoup de raisons d'avoir, je sais pas, d'être stressée ou quelque chose, ou sa mère était une personne très anxieuse et donc génétiquement sa mère ou son père lui a passé des gènes où la personne a tendance à réagir plus rapidement, ce qui explique pourquoi elle crie dans cette situation-là. Okay? Et on a vu qu'il y a des explications plus ultimes, qui est cette personne-là qui crie dans la rue, elle fait partie d'une espèce biologique, c'est une Homo sapiens ou une Homo sapiens sapiens, dépendant comment qu'on catégorise les choses, mais alors nous on va dire c'est une Homo sapiens, c'est un type de primate, de mammifère, dont nous sommes tous des membres de cette espèce-ci, les êtres humains. Et donc on peut se demander, mais d'où ça vient que les Homo sapiens, dans certaines conditions, ont tendance à faire sortir de l'air très rapidement via leur corde vocale, ce qui donne un cri dans certaines situations. Pourquoi ça a évolué? Pourquoi est-ce qu'ils ne se mettent pas à la place à danser ou à tourner sur eux-mêmes quand ils ont peur? T'sais? Pourquoi crier? Puis on pourrait faire l'argument qu'il y a certains avantages et ainsi de suite. T'sais? Et donc la psychologie évolutionniste va jouer plutôt à ce niveau ultime là. Et donc, dans le cours, ce qui nous intéresse, c'est de regarder le comportement des gens, les tendances des gens, les attitudes des gens en général, hein, et de réfléchir à comment ces attitudes, ces comportements, ces dispositions, ces tendances-là, comment est-ce qu'elles pourraient être le fruit, la conséquence de mécanismes qui ont été formés par l'évolution au cours de millénaires et de milliers de générations. Okay? Ce qui ne veut pas dire qu'on va dire tous tes comportements sont uniquement dus à l'évolution. C'est pas ça. C'est que dans notre analogie sur le cri, là, la personne qui crie, l'explication proximale, elle est bonne. Il y a des choses qui ont fait que la personne a crié dans ce moment-là. C'est une bonne explication. Mais c'est pas mais c'est juste proximal. On regarde juste les choses qui font que cette personne a crié. Mais quand on va un peu plus distant, on regarde pourquoi cette personne aurait tendance à crier dans des situations comme ça, plus que d'autres. Puis quand on va à ultime, on va à pourquoi les membres de l'espèce dont fait partie cette personne-là, Homo sapiens, a tendance à faire un comportement de cri. Pourquoi pas d'autres choses? Et donc, c'est pas comme si les explications sont l'une contre l'autre. C'est juste qu'on regarde à différents niveaux de timing, si on veut. Okay? Et ce que la psychologie évolutionniste fait, c'est qu'elle s'intéresse vraiment à essayer de comprendre les comportements des gens
dans une optique où on se demande, on réfléchit moins aux composantes proximales qui expliquent ce comportement, et plus à leur source, à leur origine ultime, dans le fond. T'sais? Et le but, ça va être d'explorer ça toute la session. Et la première chose que je veux faire, c'est regarder avec vous, OK, pour commencer ce processus-là, on a besoin de réfléchir, de bien comprendre le domaine de l'évolution, de la sélection naturelle, la sélection sexuelle et tout ça. Toutes sortes de concepts très importants en biologie et en psychologie évolutionniste. OK? Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, juste pour commencer, j'aimerais faire un genre de bref portrait des débuts de la pensée évolutionniste, un petit peu. Juste pour vous laisser savoir, dans un contexte biologique, quand on parle d'évolution en biologie, on parle, dans le fond, en gros, si vous me demandiez, c'est quoi une définition très simple de l'évolution là, en biologie, c'est le fait et la manière dont les organismes changent au fil de millions de générations et de milliards d'années. Et c'est le fait que les organismes se reproduisent, il y a des nouvelles générations, et au fil des générations, il y a des mini changements qui font en sorte que si tu prends quelqu'un à la génération 3000, puis tu le compares à quelqu'un à la génération 2, ils ont beaucoup de traits en commun, mais la personne, l'organisme à la génération 3000 va avoir des choses différentes. Tous les organismes à la génération 3000 vont avoir quelque chose de différent que tous les organismes, des caractéristiques différentes que tous les organismes à la génération 1. Ça voudrait dire qu'il y a eu évolution. Okay? Donc, on veut dire que ça prend un organisme ou une entité quelconque qui vient en différentes générations, qui se perpétue dans le temps, en différentes générations. Chez l'être humain et chez les animaux, ça veut dire qu'ils se reproduisent, dans le fond. Okay? Et qu'avec ces différentes générations-là, il y a différentes caractéristiques qui se développent peu à peu, ce qui fait en sorte que quand tu prends quelqu'un, justement, à la génération 3000, un organisme à la génération 3000 a l'air différent qu'un organisme à la génération 2, par exemple. T'sais? La définition, ça c'est une définition très simple, une définition un peu plus complexe, mais la plus directe probablement qu'on connaît, qui nous vient de George Williams, qui est que l'évolution c'est simplement un biais statistique dans le taux de perpétuation d'alternatives. Ça peut avoir l'air compliqué d'être comme ça, là, mais ce que ça veut dire, c'est la chose suivante. Ce que Williams nous dit dans cette phrase-là, c'est que, regarde, si tu prends à la génération 1, okay, disons qu'il y a 100 organismes à la génération, il y a 100 individus dans un groupe à la génération 1, ok? Et chacun de ces individus se ressemble pas mal, mais ils ont des tout petites affaires de différents. Il y en a un qui est un peu plus grand, il y en a une qui est un peu meilleure dans telle affaire, il y en a un qui a telle tendance à faire telle chose. Tu sais? Donc ils sont un petit peu différents les uns des autres, de manière minime, donc ce sont tous des alternatives. Et quand tu regardes au fil du temps, tu vas remarquer que certains de ces individus, donc certaines de ces alternatives-là, ils ont tendance à se reproduire plus. Que si tu les regardes, tu vas donc à se perpétuer plus dans l'avenir. Donc si tu regardes à un point dans l'avenir, tu vas remarquer que c'est juste certaines de ces formes alternatives-là, que certaines de ces formes alternatives-là se sont reproduites beaucoup plus que d'autres. OK? C'est ça qu'on veut dire par un biais statistique dans le taux de perpétuation d'alternatives. Qu'est-ce que si tu regardes statistiquement, tu vas remarquer que des organismes avec certains types de caractéristiques ont tendance à se reproduire plus que d'autres. C'est simplement ça que ça veut dire. Okay? Qui veut dire la même chose que notre définition plus simple en haut ici. Okay? Mais un truc que je vais vous faire comprendre, c'est que l'évolution, bien qu'on en parle au niveau biologique, puis nous dans le cours, ça va être l'évolution au niveau biologique, et ses conséquences sur notre psychologie. Mais l'évolution en tant que telle n'est pas cette idée de l'évolution, comme quoi tu as un groupe d'entités qui sont un tout petit peu différentes les unes des autres et que certaines de ces entités-là vont plus se perpétuer dans l'avenir, vont faire plus de copies d'elles-mêmes ou plus se reproduire que d'autres. Okay? C'est pas limité ça à la sphère biologique nécessairement, là.
OK, cette idée-là de l'évolution est applicable dans toutes sortes de trucs. On peut parler de l'évolution de choses, même si ces choses-là ne sont pas vivantes. Tout ce qu'on a besoin, c'est une entité qui va venir en plusieurs générations et qui peut changer avec le temps parce qu'il y a une variabilité dans cette entité-là. OK? Et donc, vous avez une évolution au niveau des langages. OK? Les langages évoluent avec le temps. Il y a une évolution des styles musicaux. Il y a une évolution de l'art. Il y a une évolution du style vestimentaire. Il y a une évolution dans les technologies. Okay? Le concept de voiture a évolué. Okay? De la première voiture dans les années je pense que c'est 1920, si je ne me trompe pas. C'était peut-être avant, mais en tout cas, de la T-Ford Model, la plus simple, je pense que c'est la T-Ford Model, ça, là, on le connaît très peu en voiture. T'sais, mais regardez comment ça a évolué au fil du temps. La base est restée là. Okay? Il y a un corps avec 4 roues, puis quelque chose pour manipuler les roues, puis un genre de moteur. Okay? Mais les caractéristiques ont changé. La base est restée là, mais le look a changé. Il y a eu une évolution. Okay? Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, on s'est rendu compte que certains modèles étaient mieux adaptés à certains problèmes. Et certains modèles n'étaient pas du tout adaptés à certains problèmes. Et donc, on a arrêté de produire certains modèles et continué de produire d'autres modèles. Et graduellement, il y a des modèles qu'on a complètement abandonnés. Personne aujourd'hui peut acheter une voiture comme ça d'un concessionnaire. Personne ne peut acheter une voiture comme ça d'un concessionnaire aujourd'hui. Mais avec le temps, donc, les concessionnaires se sont mis à faire des voitures qui aujourd'hui ressemblent à ce qu'elles ressemblent. Et des voitures dans 500 ans, s'il en existe encore, vont être très différentes. Okay? Même chose avec les téléphones cellulaires. Vous voyez une évolution entre 90 et 2015 dans la forme. Okay? L'écran a changé en termes de taille. Vous avez une caractéristique ici qui est l'antenne qui a été complètement éliminée et ainsi de suite. Okay? Et donc, ça, c'est une évolution aussi. Pourquoi? Parce que le téléphone est une entité qui vient en plusieurs générations, parce qu'on peut le produire, le reproduire. Les téléphones n'ont pas de relation sexuelle entre eux, puis ils font des petits, mais ça fait rien. On les reproduit, on en crée des nouveaux, des générations de téléphones. Et on se rend compte au bout d'un moment que certaines caractéristiques, les gens n'aiment pas ça, certaines caractéristiques causent des problèmes, donc on réussit à les rendre encore meilleurs, et ainsi de suite. Et graduellement, il y a une évolution je viens juste de me rendre compte que ça dit Mobile Phone Evolution ici. C'est plate, ça devrait dire Evolution. En tout cas, il y a un changement. Même chose dans les styles musicaux, les styles artistiques, et ainsi de suite. Maintenant, quand on regarde la technologie comme ça, on pourrait avoir l'intuition que les choses deviennent de mieux en mieux. Puis on pourrait faire l'argument que, ouais, ok, quand on regarde les téléphones deviennent de mieux en mieux. C'est progressif, l'évolution. Mais il ne faudrait pas penser comme ça. Certainement pas au niveau biologique. C'est pas que ça devient de mieux en mieux. Il n'y a pas de direction pour aller de mieux en mieux. Ok? C'est que ça change. C'est tout, ça change. Et même dans la technologie, on pourrait dire, la technologie devient de mieux en mieux. Mais moi, je connais bien des gens qui préféraient avoir des anciens téléphones que des téléphones comme aujourd'hui. Donc, c'est pas nécessairement vrai que ça devient peut-être de plus en plus performant pour certaines choses. Mais l'évolution, ce qu'elle a tendance à faire, c'est des changements qui font que l'espèce ou l'entité est de plus en plus adaptée à l'environnement dans lequel elle existe. Mais c'est pas qu'elle est meilleure en général. Elle est juste de plus en plus adaptée à l'environnement dans lequel elle existe. Mais si tu la mettais dans un autre environnement, elle serait moins adaptée. T'sais? Et donc, c'est pas nécessairement que les choses vont de mieux en mieux, mais c'est que ça change au fil des générations. Mais nous, notre cours, il va porter uniquement sur l'évolution dans un contexte biologique. Donc, cette idée que vous avez des espèces et vous avez des organismes dans ces espèces-là, des membres de l'espèce qui se reproduisent, et ceux qui ont certaines caractéristiques ont tendance à se reproduire plus et à passer ces caractéristiques-là à leurs petits, et ainsi de suite. Et avec les générations et générations et générations, on a tendance à acquérir des caractéristiques en tant qu'espèce que l'on n'avait pas il y a 500 générations avant nous, par exemple. T'sais. Cette idée-là, on a souvent tendance à l'attribuer à Charles Darwin, mais ça serait faux. Darwin n'a pas inventé le concept d'évolution. Le concept d'évolution existait bien avant Darwin.
Et des explications pour l'évolution, pourquoi les choses évoluent, existaient elles aussi bien avant Darwin. En voici certains exemples. Okay? Une des premières théories qui expliquait, une des premières théories vraiment solides qui expliquait les mécanismes de l'évolution est celle de Jean-Baptiste Lamarck. Okay? Mais comme je vous dis, l'idée d'un changement graduel dans les formes de vie, ça existait bien avant Darwin. Jean-Baptiste Lamarck avait déjà une théorie de l'évolution, de comment ça fonctionnait, qui n'était pas celle de Darwin. Nous, on va se baser, dans tout le cours, on se base sur la théorie de Darwin parce que c'est celle qui s'est avérée à être la meilleure. Okay? Et qui encore aujourd'hui fonctionne très bien. C'est probablement la meilleure théorie dans le monde des sciences, la plus forte, celle qui est la meilleure. Mais donc ici, vous aviez une théorie de Jean-Baptiste Lamarck au début des années 1800 qui, lui, essayait d'expliquer l'évolution de la manière suivante. Okay? Il disait... La raison pourquoi les formes de vie changent au fil des générations, c'est à cause de deux choses. Premièrement, Dieu a mis dans les formes de vie une tendance naturelle, un genre d'élan pour progresser vers une forme plus élevée. Donc on a, chez tous les animaux, chez tous les organismes, incluant les humains, on a une genre d'énergie que Dieu a mis là-dedans, qu'on a tendance à progresser vers une forme plus élevée. Okay? Donc, là, on voit cet aspect de les choses deviennent de mieux en mieux, ce qui est pas, ce qu'aujourd'hui on considère pas faire de sens, c'est juste que ça change, c'est différent. Donc ça, c'était sa première force, sa première cause pour l'évolution. Et la deuxième, c'était l'héritage des caractéristiques acquises. Donc, Lamarck disait, donc les enfants ont les caractéristiques, ils obtiennent les caractéristiques que leurs parents ont acquis en s'efforçant. Tu sais, en s'efforçant. Ils ont acquis des caractéristiques, ces parents-là, et donc ils ont passé leurs caractéristiques à leurs petits. Donc un exemple classique pour comprendre Lamarck, c'est l'exemple de la girafe. On se demande tous pourquoi toutes les girafes au monde ont des longs coups. Évidemment, certaines girafes ont des coups plus longs que d'autres, mais elles ont toutes un long cou. Et Lamarck aurait dit de ça, donc un exemple classique, pour utiliser sa théorie, il aurait dit, bon, il y a deux aspects. Le premier aspect, comme j'ai dit, qui est cette tendance naturelle à vouloir devenir vers une forme plus élevée, plus complexe. Donc, les girafes, selon Lamarck, se nourrissent des feuilles qui sont hauts dans les arbres. Ils sont en compétition avec toutes les autres girafes pour avoir accès aux arbres, aux feuilles dans les arbres, et donc ils ont besoin vraiment de se forcer pour manger les feuilles qui sont, s'élever le cou pour manger les feuilles qui sont dans les arbres, et une fois qu'ils ont mangé les feuilles qui sont dans les branches basses, s'ils veulent survivre, il faut s'étirer encore plus le cou pour manger les feuilles qui sont dans les branches au niveau 2, un peu plus haut. Et une fois qu'ils ont mangé celle-ci, vous voyez la logique, ça continue. Et donc, au cours d'une vie d'une girafe, les girafes sont constamment en train de s'étirer le cou. Et Lamarck aurait dit que ça fait en sorte qu'ils sécrètent un genre de fluide qui fait que ça vient gonfler leur cou et puis l'étirer juste un petit peu plus, puis un petit peu plus pour avoir accès aux feuilles, ok, ce qu'aujourd'hui on considère que ça fait pas vraiment de sens, mais imaginez quelqu'un qui s'entraîne pour devenir de plus en plus flexible, par exemple, ou quelqu'un qui s'entraîne pour avoir des plus gros biceps. Ça fonctionne. Vous pouvez, en travaillant, changer votre corps un peu, devenir plus flexible. Je pense pas que vous pourriez allonger votre cou nécessairement, mais en tout cas, l'idée est là. Et que ces girafes-là, au bout d'un moment, ils vont avoir des petits, mais ces petits-là vont automatiquement naître avec les caractéristiques que leurs parents ont acquis en travaillant si fort pour essayer d'avoir accès aux branches. OK? Et donc, Lamarck aurait dit que ces caractéristiques acquises-là, la caractéristique d'avoir un cou un petit peu plus long parce qu'ils se sont étirés le cou en essayant toute une vie à essayant de manger des feuilles de plus en plus haut, ils vont penser ça à leurs petits. Les petits naissent nécessairement avec des coups plus longs. Ça, c'est l'héritage des caractéristiques acquises, qui explique pourquoi, si vous prenez une girafe à la génération 3000, elle a un cou super long comparativement à une girafe à la génération 2, par exemple.
Parce qu'il y a, des milliers de générations de parents qui ont travaillé à élever le coût puis qui ont passé ça à leurs petits, qui sont nés avec des coûts un peu plus longs que leurs parents, qui eux aussi ont essayé d'allonger encore et encore et encore et ainsi de suite. Évidemment, ça fait aucun sens. Ça serait comme dire que si vous allez au gym pour avoir des super gros pectoraux et biceps et triceps, et ensuite que vous reproduisez, que vous ayez un enfant, que votre enfant va naître avec des super gros pectoraux, triceps et biceps parce que vous avez acquis ça vous-même en allant au gym. Ça fait aucun sens. OK? Ça fait zéro sens. Ça serait comme dire que si vous avez un accident de travail, par exemple, et que vous vous coupez 2 doigts, puis vous avez juste 3 doigts sur la main droite, que votre enfant va naître avec lui juste 3 doigts sur la main droite. Ce qui fait, ça fait aucun sens aujourd'hui, on le sait, mais c'était quand même une bonne théorie, étant donné qu'on savait absolument rien sur la génétique et ainsi de suite à ce moment-là. Mais c'était la pensée de Lamarck, c'était pas la seule. Donc, Lamarck essayait d'expliquer comment ça se fait qu'il y a un changement dans les formes de vie au cours des générations, au cours du temps. Et c'était une bonne idée. C'était pas la seule. Il y avait d'autres idées avant Darwin, comme celle de Georges-Léopold Chrétien-Frédéric Dagobert-Cuvier. Un nom dont vous n'aurez pas besoin de vous rappeler dans l'examen, sauf pour le fait que c'est Cuvier. OK? Donc, le baron Cuvier, lui, avait une théorie différente que celle de Lamarck, qui était le catastrophisme, qui est très simple. C'est que Cuvier disait, pourquoi est-ce qu'il semble avoir un changement dans les espèces au fil du temps? C'est très simple pour Cuvier. C'est pas quelque chose que les formes de vie s'exercent à travailler, par exemple, une partie de leur corps ou quelque chose, et puis là, les petits naissent avec ces caractéristiques-là. C'est le catastrophisme, c'est le fait que vous avez des espèces à un moment au temps 1, et là, il y a une catastrophe qui arrive. Souvent, ça va être causé par Dieu. Donc, Dieu fait quelque chose qui fait qu'il y a une météorite ou une inondation, et toutes les formes de vie meurent. Et là, Dieu dit, il faut que je crée d'autres formes de vie, puis il les crée différemment. OK? Et donc, si vous regardez... si vous faites des recherches, vous allez trouver des ossements des anciennes formes de vie qui sont toutes mortes dans une inondation, par exemple. Vous allez trouver leurs ossements. Vous allez remarquer, waouh, ils sont complètement différents que les formes de vie qu'il y a aujourd'hui. Il y a donc eu changement au fil du temps. Non, c'est pas qu'il y a eu changement tant que ça au fil du temps pour Cuvier. C'est que, regarde, il y avait les espèces à un moment. Puis là, il y a eu une catastrophe soudaine, une inondation, quelque chose. Et là, Dieu a créé d'autres espèces, un petit peu différemment parce que ça lui tentait. Et puis voilà. Puis vous regardez le changement, puis vous dites, waouh, il y a eu un changement. Donc ça, c'est l'idée du catastrophisme. Pas vraiment satisfaisant au niveau scientifique, même si, en effet, vous avez des exemples dans l'histoire de la Terre où est-ce qu'il y a eu des catastrophes qui ont éliminé des populations ou même des espèces au complet. Pensez aux dinosaures, par exemple. Qui ne sont pas complètement éliminés dans le sens que les descendants des dinosaures aujourd'hui sont les oiseaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais donc, Darwin n'a pas inventé le concept d'évolution. Okay? Darwin arrive à un moment où il y a déjà l'idée de l'évolution existe déjà, l'idée d'un changement au fil du temps dans les formes de vie existe déjà. Il y a déjà des théories, des explications, mais elles ne sont pas satisfaisantes pour Darwin. Et ce qu'on va voir, c'est comment Darwin a formulé sa théorie qui vient à informer aujourd'hui, notre cours en psychologie évolutionniste. Mais d'abord, ce qu'il faut se demander, c'est exactement pourquoi est-ce que les gens, à l'époque de Darwin et avant, ressentaient le besoin d'accepter l'évolution. Parce qu'il y en a plusieurs, surtout le clergé et l'Église, pour qui la vision était que, regarde, Dieu a formé les animaux qu'il y a aujourd'hui, tous les animaux et les êtres qu'il y a aujourd'hui, et puis ces animaux et ces êtres-là ne changent pas dans le temps, ils sont fixes, parce que Dieu est parfait et sa création est parfaite, et donc il n'y a rien qui a changé, et les choses ne changent pas. Okay? Une fois que Dieu crée quelque chose, c'est parfait, puis ça ne change pas. Okay? Donc on n'a pas besoin de se demander pourquoi les formes de vie évoluent. Il y avait des gens qui pensaient ça, qui pensent encore ça en fait.
Mais il y avait plusieurs scientifiques, penseurs, qui, même s'ils croyaient en Dieu, se disaient non, il y a eu une évolution, il y a eu un changement des formes de vie au fil du temps. Et on peut se demander, mais pourquoi, quelles étaient leurs preuves comme quoi il y avait eu de l'évolution? Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain vidéo.